Bonjour à tous. Un rapport de la Commission électorale nationale autonome a établi un constat au terme d'une descente sur le terrain. De nombreux partis politiques au Bénin ne remplissent pas toutes les conditions d'existence déterminées par la charte des partis politiques au Bénin et risquent ainsi de se voir retirer leurs récépissés respectifs. Pratiquement tous les journaux en parle ce matin. Nous ferons le tour rapide en début de cette émission avec la une des journaux, avant la revue de presse qui vous donne des détails et qui viendra mettre un thème à cette émission. Ce sera d'ailleurs notre sujet de discussion tout à l'heure avec les acteurs du débat. Nous allons ensemble examiner chacun de ces manquements à la charte des partis politiques et les possibles explications des partis à ces manquements-là. Le débat tout à l'heure, c'est dans 1 heure de temps environ. Et si le temps nous le permettait, nous dirons 2 mots au sujet du budget général de l'État pour l'exercice 2025. Une proposition de loi, un projet de loi, déposé par le gouvernement sur la table des députés et ce qu'on en présente comme avantage depuis la semaine écoulée. Tout cela fera donc objet de nos analyses tout à l'heure. Bienvenue à tous. C'est la une des journaux. On va commencer par fraternité, réforme du système partisan au Bénin, le vrai visage des partis politiques, une dizaine de partis dans l'illégalité. Le socio-anthropologue Damien Odoutan sur la prostitution au Bénin. Si rien n'est fait, nos us, coutumes et valeurs n'auront plus de sens. Et puis collecte de fonds et investissement, la CDC Bénin, véritable catalyseur du développement. On va passer à Jakpata, Bénin. La Sénat relève des violations de la charte des partis politiques. L'événement précis à l'animation de la vie politique nationale. 5 partis menacés de disparition. Voici les 8 partis ayant une existence fonctionnelle. Le BR, l'UPR, les démocrates, Mouel Bénin, MPL, FCBE, RN et FCDB. La nation, exigence fonctionnelle des partis politiques, la Sénat constate les irrégularités. Et puis projet d'électrification rurale, séquencé vers 45% d'avancement malgré les défis financiers. Le Soleil Bénin Info, animation de la vie politique au Bénin, des partis politiques dans la tourmente, même si la loi est dure, elle reste la loi. Bénin intelligent, secteur de la santé, de la faillite à la renaissance. Le journal vous dresse le constat, le matinal. Existence fonctionnelle de sièges nationaux et départementaux, les partis politiques en situation irrégulière. Et puis retrait du cadre de concertation des confessions religieuses. Michel Aloko soupçonne une émission politique. Informaté ce matin après la rocambolesque évasion du CNHU de Cotonou. Georges Bada quid de sa promesse de répondre devant la justice. Réforme électorale au Bénin, l'opposition interpelle la CEDEAO, le code électoral vivement contesté. Nous sommes là avec le journal Le Patriote. Lancement du livre Le pouvoir du déni, le père Eric Aguenounon présente l'agonie de la démocratie béninoise. Dynamisme info, code électoral pour 2026, l'opposition exprime ses inquiétudes à la CEDEAO. La primeur, rencontre intergénérationnelle des femmes leaders politiques du Bénin, la vice-reine Nyokogi éclaire sur son rôle au sein de la cour impériale de Niki. Dans ce quotidien politique, plusieurs partis risquent de perdre leur statut. Voici le potentiel chez vous, école primaire publique de Pétain de Toffo. Cantine scolaire, un directeur d'école disparaît avec les vivres. Et puis commune de Djougou, 2 morts dans un grave accident de bus. Libération sur population en milieu carcéral et réforme alimentaire annoncée. Les précisions du gouvernement à découvrir dans les colonnes du quotidien. Le Télégramme, révélation de la Sénat sur les violations de la loi au niveau de plusieurs formations politiques. Aucun parti politique n'est fonctionnel au sens de la charte
des partis politiques au Bénin. Voici Visa Info. Footeux ce matin, battu 2-0 à domicile au match aller par RS Berkane en Coupe CAF. Dadi FC prend une douche écossaise au Maroc. Un total de 7 buts sur l'ensemble des 2 matchs. Un rêve éphémère a avorté le vrai visage du football béninois. Déduction du quotidien spécialisé sport. L'affiche du jour, à moins de 2 ans des élections générales au Bénin, le mutisme des potentiels candidats à la présidentielle de 2026 inquiète le quotidien. Le matin, à Bomé, première édition des doctorales de l'UNESTIM, podium d'illustration des travaux de recherche des doctorants. On va passer maintenant à Fraternité pour la deuxième lecture. Réforme du système partisan au Bénin, le vrai visage des partis politiques, une dizaine de partis dans l'illégalité. Et puis le socio-anthropologue Damien Audoutan sur la prostitution au Bénin. Si rien n'est fait, nos us, coutumes et valeurs n'auront plus de sens. Un dernier titre. Le temps de boucler, collecte de fonds et investissement au Bénin, la CDC Bénin, véritable catalyseur de développement. Voilà donc ce qu'on peut retenir des quotidiens parus ce matin est parvenu donc à la guérite de Canal 3 Bénin à Cotonou à Ménotin dans les colonnes de Fraternité. Le sujet politique qui fait l'actualité ce matin dans les colonnes des publications, c'est notamment ce rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin. Une équipe de la Sénat est descendue sur le terrain pour faire le constat. Il y a des aspects positifs, mais aussi des insuffisances relevées donc par le rapport qui a été présenté. Fraternité en fait un petit point de compte rendu à la page 2 notamment de sa production de ce matin avant de se pencher sur une analyse de la situation. C'est le vrai visage des partis politiques parce qu'il y a une dizaine de partis qui sont dans l'illégalité. En somme, selon l'institution, détaille donc le journal, selon l'institution en charge des élections au Bénin, 8 partis politiques ont pu donner la preuve de l'existence fonctionnelle de leur siège national. Les 5 autres, puisqu'il y en a 13 au Bénin, ne sont pas en règle au regard de cette exigence légale. Par conséquent, sont menacés de disparition. Il s'agit des partis Restaurer l'espoir, de qui vous connaissez, de Restaurer la confiance, de qui vous connaissez aussi, de la grande solidarité républicaine, de la nouvelle force nationale et le parti Flamme renouvelée, pas PFR. Par ailleurs, parmi les 8 qui possèdent un siège national, il y a Moël Bénin et RN qui n'ont pas de représentation physique dans les 12 départements tels qu'exigés par la loi. Autre élément qui pourrait vous intéresser dans Fraternité, c'est cette réflexion de socio-anthropologue au sujet justement de la prostitution. Vous savez, le sujet fait débat depuis quelques semaines, alors même que la police républicaine a engagé une traque contre les travailleuses de sexe. Fraternité qui donne la parole donc à un socio-anthropologue. Le titre de l'article à la page 4, dès 23 h, le moment favori du racolage des talonneuses. Vous lisez à l'intérieur du quotidien, vous découvrez justement plusieurs avis, comme celui-là par exemple, Urbain Amépété qui dit, spécialiste des questions de tourisme, le chef de l'État définit sa politique de développement et à ce titre, il doit pouvoir veiller à tout ce qui peut saper les efforts consentis au profit du développement, même si les touristes doivent avoir besoin de compagnes, ce n'est pas souvent celles qui traînent sur les places publiques pour harceler les passants. Achetez le journal et découvrez l'actualité au plan africain avec justement le débat qui fait rage à Conakry. Faut-il oui ou non que le général Doumbouya, lui qui assure la transition depuis donc le coup d'État qui a déposé l'ancien président, faut-il qu'il soit candidat ou non à la présidentielle prochaine? C'est le gros débat là-bas. En Côte d'Ivoire par contre, on parle toujours en tout cas d'immigration clandestine, voilà, et au Sénégal, on parle de législatives prochaines, notamment annoncées depuis la dissolution du Parlement par le président Diomaye Faye. Voilà un peu ce qu'on peut avoir comme actualité assez intéressante dans les colonnes de Fraternité. Il y a bien d'autres sujets
qui pourrait vous accrocher, accrocher votre attention. Achetez donc le quotidien ou allez sur son site ce matin et découvrez bien d'autres informations. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Et on va parler éducation pour ouvrir 150 apprenants du collège d'enseignement général Hubert Maga. Nous sommes là à Parakou, désormais mieux informés sur les opportunités qu'offrent les secteurs de l'énergie et de l'agriculture au Bénin. Une initiative de la GIZ en partenariat avec le ministère de l'énergie, de l'eau et des mines et qui vise à démystifier les préjugés sur ces deux secteurs d'activité. Vous aurez des témoignages pour vous édifier. Et puis le lancement de la deuxième phase du programme de prévention des conflits de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo la semaine écoulée à Nati Tengou. C'est un programme qui vise la consolidation de la paix dans 5 communes frontalières au nord du Bénin. Vous avez besoin de détails? Eh bien, à tout à l'heure. Voici le bulletin. Et cette belle campagne qui pourrait édifier et décider surtout les jeunes apprenants du collège d'enseignement général Hubert Maga de Parakou, ils ont été nombreux à avoir été outillés sur les possibles opportunités dans les sous-secteurs de l'énergie et de l'agriculture au Bénin, France. C'est bien cela, Tanguy, ceci à la faveur d'une séance d'orientation qui a eu lieu dans cet établissement le vendredi 20 septembre 2024. Une initiative de la GIZ en collaboration avec le ministère de l'énergie, de l'eau et des mines avec pour objectif d'éclairer les apprenants sur les idées préconçues sur ces deux secteurs d'activité. Reportage. C'est à travers des communications détaillées que ces 150 apprenants du CEGE Hubert Maga sont sensibilisés sur les opportunités cachées dans le secteur énergétique et agricole au Bénin. Une initiative de la GIZ en partenariat avec le ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Et le moins que l'on puisse dire est que la cible a témoigné d'un grand engouement. L'objectif principal, c'est d'informer nos enfants, nos filles particulièrement sur les métiers techniques qui existent, en particulier l'agriculture et l'énergie. L'objectif, c'est de démystifier ce métier vis-à-vis de nos jeunes sœurs, de nos filles, afin qu'elles sachent que oui, le métier n'est pas uniquement destiné aux hommes, mais pour les femmes aussi. Les secteurs de l'énergie et de l'agriculture offrent aujourd'hui plusieurs emplois aux jeunes. Ceci en partie parce que l'État s'est engagé à faciliter la création des entreprises qui exercent dans ces deux secteurs. Nous devons comprendre désormais qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur de l'énergie, par ricochet le secteur de l'agriculture. Parce que les gens peuvent se poser la question de savoir mais pourquoi énergie et agriculture. Nous comprenons aujourd'hui que pour travailler dans l'agriculture, il faut pour moderniser l'agriculture et contribuer à un développement économique, il faut des équipements de haut de gamme qui utilisent de l'énergie et l'énergie sous toutes ses formes. Que les parents d'élèves aident et continuent d'appuyer leurs enfants pour qu'ils s'orientent vers les métiers techniques. La cible constituée des apprenants de toutes les classes se réjouit de cette séance d'orientation. Ces élèves disent avoir tiré de grands enseignements et voient déjà leur avenir professionnel dans le secteur énergétique ou dans l'agriculture. On a compris que nous pouvons faire beaucoup de choses. Après cette séance de sensibilisation, je vais faire l'électricité et ingénieur en BTP. En étant boursier, si par la grâce de Dieu, j'ai mon bac. J'ai retenu beaucoup de choses comme comment on arrive à faire l'énergie et à quoi ça sert. Et l'agriculture aussi, comment trouver des formations professionnelles pour l'agriculture et l'énergie. La séance de ce vendredi fait suite à celle organisée le jeudi 19 septembre au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, cap désormais sur la partie méridionale du Bénin pour le même exercice.
Politique. À présent, avec le rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin édition 2023 qui est déjà disponible. Les responsables de partis le consultent déjà et prennent connaissance des défaillances relevées dans l'organisation de leur formation politique. La Commission électorale nationale autonome qui met à leur disposition les fonds publics a conduit la mission de contrôle en novembre dernier dans les sièges nationaux et départementaux des partis. Le rapport a été lancé en début de week-end dernier à Cotonou par le président de la Sénat. Reportage. Des partis politiques à jour vis-à-vis des exigences de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin et d'autres loin, et même très loin de satisfaire à ces obligations. C'est ce qui ressort du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des formations politiques au Bénin, édition 2023. Le rapport rend compte des observations faites par les équipes de la Commission électorale nationale autonome en novembre 2023 lors de leur visite dans les sièges nationaux et départementaux des partis politiques. Qu'ils vous souviennent que cette activité a été participative et chaque parti politique a contribué à sa réussite. Cette présentation est une exigence de la loi et ce n'est que pour faire un bilan au jour où nous étions là-bas. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas évolué depuis. Au cours de la rencontre préparatoire que la Sénat a eue avec vous, il vous avait été promis qu'à l'issue de la mission, chaque parti politique recevra un exemplaire du rapport. En cette matinée du 20 septembre 2024, la Sénat tient à sa promesse. De par cet acte de remise du dit rapport, nous faisons non seulement acte de transparence, mais nous renforçons également les liens qui nous unissent à vous, animateur par excellence de la vie politique béninoise. La mission de la Sénat vise à apprécier le niveau de conformité de l'existence fonctionnelle des partis conformément au cadre juridique qui les régisse désormais grâce à la réforme du système partisan en cours au Bénin. Les partis politiques ayant subi cette évaluation reçoivent le rapport de la Sénat. Leurs responsables auront à découvrir les aspects positifs et négatifs constatés dans le fonctionnement de leur parti. Au nombre des aspects positifs, la Sénat a-t-elle relevé avec satisfaction l'effort de certains partis politiques à respecter les exigences légales en se dotant, entre autres, d'un siège national, de sièges départementaux et la participation régulière aux élections législatives. Au nombre des insuffisances, il est regrettable de constater que d'autres formations politiques n'ont pas réussi à donner satisfaction à ces exigences légales élémentaires. Ce rapport représente un outil important qui vous permettra de vous mettre en conformité avec le cadre juridique électoral, surtout en ces jours qui précèdent les premières élections générales. Sur la liste de la Sénat, 11 partis animent la vie politique au Bénin en attendant l'actualisation de la liste par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Selon la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin, les partis aux abonnés absents 2 fois consécutivement aux élections perdront leur statut juridique. Pour le président Saka Lafia, le rendez-vous de ce vendredi 20 septembre marque le point de départ pour l'année électorale 2026. La communauté internationale a célébré la semaine écoulée la journée mondiale de la sécurité des patients sous le thème « Améliorer le diagnostic pour garantir la sécurité des patients ». Et à l'occasion, l'autorité de régulation du secteur de la santé a tenu une conférence de presse à son siège à Cotonou. L'objectif est de présenter aux professionnels des médias le dispositif pour la sécurité des patients que l'ARS met en place dans l'écosystème sanitaire du Bénin. Compte rendu. Un malade qui vient chercher des soins ne doit pas subir de préjudice. Donc préjudice zéro. La sécurité des patients au cœur de cette conférence de presse animée par le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS. Il est question pour Dr Lucien Dossou-Bété de présenter aux hommes des médias le contenu de 2 manuels d'évaluation et de contrôle de la sécurité des patients dans les établissements de santé du Bénin. Ces documents résultent du dispositif pour la sécurité des patients
mis en place par l'ARS. C'est un dispositif qui est composé de structures, de règles, de personnes dont la présence et le bon fonctionnement dans un établissement de santé garantit la sécurité. La sécurité des patients est une priorité. Mieux, la priorité des priorités. La construction de ce dispositif pour la sécurité des patients dans les établissements hospitaliers et les établissements de santé de premier contact s'est inspirée des documents tirés de la bibliothèque de l'OMS. L'ARS a procédé à leur lecture approfondie, puis à un ajustement de leur contenu à l'écosystème sanitaire du Bénin, aux cibles des ODD, à l'objectif de la couverture sanitaire universelle et au changement de paradigme souhaité par les réformes. Cette construction s'est appuyée sur 4 principes et 3 repères logiques. Parmi les principes, le premier, ça a été la co-construction. Pour dire que tous les acteurs du secteur ont été invités. Ensuite, vu qu'il y a eu plusieurs équipes qui ont travaillé, il a fallu mettre tout ça ensemble et faire une prévalidation. Ensuite, il a fallu faire un test de ce dispositif. La dernière chose, c'est que nous avons admis un 4e principe qui est celui de l'ajustement. Le deuxième élément, ce sont les repères logiques qui tiennent en 3 points. Les domaines, les normes et les critères. Et ces normes, elles sont au nombre de 20 pour les établissements hospitaliers et de 19 pour les établissements de santé de premier contact. La mission de l'ARS est de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins. Le gouvernement, à travers cette structure, fournit des efforts pour garantir à tous les patients une meilleure sécurité dans les établissements de santé publics que privés. Ainsi, une fois les repères et autres éléments mis en place, il est prévu dans le dispositif des évaluations et des contrôles. Les évaluations sont faites tous les 3 ans et sont là pour aller vérifier et évaluer si les critères sont tous respectés et si l'établissement est en conformité avec les normes, et va au final conduire à classer les établissements. Et nous espérons que cela puisse conduire à une émulation des établissements pour que tous fassent de mieux en mieux. Le Bénin compte près de 3000 établissements de santé. Les critères d'évaluation sont au nombre de 134 pour les établissements hospitaliers et 125 pour ceux de santé de premier contact. Après la remise officielle des 2 manuels au ministre de la Santé par l'ARS, chaque établissement de santé recevra un manuel adapté à sa catégorie. Direction Nati Tengou pour finir avec la 2e phase du programme de prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo qui a été lancé en milieu de semaine écoulée à Nati Tengou. C'est le secrétaire général de la préfecture de Nati Tengou représentant le préfet de l'Atakora qui a procédé au lancement officiel de ce programme qui vise à affermir la paix dans 5 communes frontalières du Bénin. Alassane Harouna. C'est en 2022 que la première phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a pris fin après avoir impacté une centaine de jeunes et femmes formés dans les créneaux porteurs de leur choix dans les communes de Bukumbe, Materi, Kobli et Nati Tengou. C'est donc pour pérenniser les acquis du dit programme dans sa première phase que les différentes parties prenantes se retrouvent à Nati Tengou pour donner le top de la seconde phase. Dans la recherche de solutions durables d'amélioration de la résilience des groupes cibles pour atténuer les chocs induits par la persistance de ces mêmes fragilités, la phase 2 de ce programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a pris en compte l'accompagnement des jeunes formés dans les activités génératrices de revenus pour leur transformation en agents de changement dans l'œuvre de la consolidation de la paix et de la stabilité régionale. L'objectif de cette 2e phase du programme conjoint est de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à l'amélioration de la résilience des populations des zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo face aux conflits communautaires
et à la propagation du radicalisme violent. Le programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les 3 pays précités est né de la volonté de l'Organisation internationale pour les migrations OIM d'améliorer la résilience des populations transfrontalières face à l'extrémisme violent. Financé par le Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix, il est exécuté par l'OIM avec pour partenaire de mise en œuvre l'association Les Championnes dont l'expertise en la matière n'est plus à démontrer. Je me réjouis alors du lancement de la 2e phase qui vise l'installation des jeunes formés dans les activités génératrices de revenus. En choisissant d'assurer l'employabilité des jeunes, l'Organisation internationale des migrations renforce ainsi la présence de l'État dans les localités où le sentiment d'appartenance à la nation est constamment écorné par l'insuffisance des services sociaux à la base. Désespérés au lendemain de la première phase du programme, bénéficiaires directs et indirects retrouvent aujourd'hui leur sourire avec l'avènement de la seconde phase. Ce matin, je suis ici avec une joie de savoir que l'OIM s'est encore rappelé une fois de nous. Dans son approche de développement communautaire fondée sur la responsabilité et l'implication des parties prenantes, l'association Les Championnes s'active déjà à déployer sur le terrain un vivier de compétences pour accompagner les bénéficiaires dans la plus-value à apporter à leur communauté. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Merci beaucoup de l'avoir présenté. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et très bonne semaine de travail. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité des sports. Voilà donc l'instant de l'actualité des sports avec un guide. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. On parlait football, athlétisme et rugby ce matin. Évidemment, et on commence par le football avec notamment l'élimination du dernier représentant béninois qui était encore en compétition interclub de la CAF. Il s'agit bien sûr de Dadi FC d'Aplaroué qui pour sa première en compétition africaine arrête sa campagne aux portes de la phase des groupes. Bien sûr, le club vice-champion du Bénin a été éliminé au 2e tour des préliminaires et ce, par le vice-champion au titre de la Coupe CAF, la Renaissance sportive de Berkane, qui est le sort de la course, bien entendu qualificative à la phase des groupes. Et après la défaite, justement, au match aller, Dadje Football Club du Bénin a concédé une nouvelle défaite, c'était donc vendredi dernier, face au club marocain de la Renaissance sportive de Berkane. Ceci dans le cadre de la manche du 2e tour des préliminaires où le représentant béninois s'est incliné sur un score de 5-0, s'il vous plaît, en terre marocaine, un résultat qui l'élimine bien évidemment de la campagne. Vous avez suivi tout cela de loin pour nous, Candide. On va suivre ensemble par ici le résumé que vous nous faites. L'addition était salée pour Dadi FC ce week-end en terre marocaine pour le compte de la manche retour du 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Après une défaite à domicile, le seul représentant béninois encore en compétition était appelé à l'exploit face au vice-champion de la compétition, mais malheureusement le géant marocain n'a pas fait les choses avec douceur. Tout juste après le premier quart d'heure de jeu, la Renaissance sportive de Berkane ouvre le score et la tâche s'annonce de plus en plus difficile pour les Béninois. Tout se complique avec les 2e et 3e buts marocains inscrits avant la pause respectivement à la 24e et 42e minute de jeu. Dadi FC est mené 3-0 à la mi-temps et tout espoir semble être perdu. Au retour des vestiaires, le finaliste de la dernière édition de la Coupe CAF va encore faire triompher son expérience face à l'équipe béninoise. Dadi FC va concéder 2 autres buts, respectivement à la 56e et 95e minute de jeu. Score final 5-0 et un cumul de score de 7-0 pour la double confrontation. Pour sa première en interclub de la CAF, l'équipe de Dadi FC échoue donc aux portes de la phase des groupes face à un adversaire de gros calibre. Tanguy, cet adversaire de gros calibre, c'est bien sûr la Renaissance sportive de Berkane qui a remporté 2 fois la Coupe de la Confédération et qui a même été jusqu'en finale de la dernière édition de la compétition. De toute façon,
C'est une expérience de plus à mettre à l'actif de la saison sportive 2023-2024 de Dadje Football Club qui a fait son baptême de feu en compétition africaine. Oui, bon, avec une douloureuse expérience à la fin, hein, je me demande s'il s'était vraiment préparé pour cette phase donc de la compétition. On a des clubs qui sont très forts localement. Mais au plan continental, tâtonnent et ça subit durement, hein, parce que ça fait quand même 7 buts, sur les 2 rencontres. Sans avoir marqué un seul. On a une certaine inefficacité donc de l'attaque et c'est le problème que nous avons même avec l'équipe nationale d'ailleurs. On verrait que on marque très peu, même si bon, dernièrement avec nos sorties on a quand même remarqué que il y a de l'amélioration par rapport justement à cet aspect du jeu. Allez, on va continuer avec le reste des résultats. Évidemment, les dernières rencontres de la manche retour du deuxième tour des interclubs de la CAF ont été jouées. Bien sûr, hier, Tanguy en Coupe CAF, Orapa United s'est imposé à la séance des Trobu à Dynamo Football Club avec 3 tirs réussis contre 1. Ceci après un score d'1-0 pour Orapa United et un cumul des scores d'1 partout. Simba SC de la Tanzanie s'est imposé avec un score de 3-1 à l'Ali Tripoli du Soudan. Stellenbosch de Eles Vita Club se neutralise 1 partout, mais au cumul des scores de la double confrontation, Stellenbosch de l'Afrique du Sud passe en phase de groupe avec un score de 3-1. Saint-Éloi Lupopo de la République démocratique du Congo s'incline sur un score d'1 contre 2 et d'1 contre 3 au cumul des scores devant Brabos do Maquis de l'Angola. Otoko Doyo s'est imposé à Black Bulls 2-1. Enyemba du Nigeria s'est offert Étoile filante de Ouagadougou à la séance des tirs au but avec 3 tirs réussis contre 2 après un cumul des scores de 0 but. Partout, la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire s'est imposée par 2-0 à l'ASC Koza. L'Al-Masri est venu à bout d'Alila Benghazi à la séance des trop buts 5-3 après un cumul des scores de 5 buts partout. L'USM Alger s'est imposé au stade tunisien par un score de 2-0. Puis Jaraf du Sénégal s'est offert l'URC Abidjan par un score de 3-0 en Ligue africaine des champions. 5 rencontres ont été jouées hier. Sagrada Esperança a dominé Rangers FC par 3-1. Asco de Cara s'est incliné 0-1 devant Djoliba AC de Bamako. Milo FC de la Guinée a pris le meilleur sur le stade malien 2-1. Asfa du Maroc a dompté par 2-0 Al Merreikh, puis 1-0 pour la victoire d'Al-Hilal SC devant le FC San Pedro Tanguy. À l'issue de ce deuxième tour des préliminaires, on connaît désormais donc les différentes équipes qualifiées pour les phases de groupe des différentes compétitions africaines. Oui, et on va commencer par les 16 clubs qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. On a l'USM Alger, le Zamalek Sporting Club qui est champion au titre de la compétition. Le Stade malien, la Renaissance sportive de Berkane, tombeur de la DFC du Bénin au deuxième tour, puis 2 fois champion déjà de la compétition, le club qui a même été finaliste de la dernière édition. La SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, le CD Lunda, Soul de l'Angola, CS Constantine de l'Algérie, CS Fassien de la Tunisie, Orapa United du Botswana, Simba SC de la Tanzanie, Stellenbosch de l'Afrique du Sud, Brabo Domakis de l'Angola, AS Black Bulls, Enyemba du Nigeria, ASC Jaraf du Sénégal et puis Al-Masri SC. Pour les 16 clubs qualifiés pour la phase des groupes de la Ligue africaine des champions, nous avons AS Menyama Union qui a sa première qualification en phase de groupe de la Ligue africaine des champions. Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Orapa United et puis de l'Afrique du Sud toujours le CR Belouizdad de l'Algérie qui a déjà 5 titres dans la compétition. Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo qui compte également 5 grades dans la compétition. Al-Ali FC de l'Égypte, Young African qui est qualifié pour la 2e saison consécutive en phase de groupe. L'Espérance de Tunis qui est déjà 4 fois champion de la Ligue africaine des champions. Pyramide FC d'Égypte, Raya FC du Maroc qui est à sa 4e course au titre, qui est qualifié pour la 4e fois consécutive. L'UMC Alger, bien entendu de l'Algérie, Sagrada Esperanza, Al-Hilal SC, Djoliba AC du Mali, bien entendu, Stade d'Abidjan de la Côte d'Ivoire et puis
FA Club du Maroc. Tanguy, il faut dire qu'à l'instar des autres éditions, le Bénin ne va pas compter de représentants en phase de groupe des interclubs de la CAF cette saison. Oui, parce que Coton est tombé bien avant Dadje FC. Coton en tout cas tombé par un club voilà exactement ben voilà, et puis le dernier qui est tombé notamment le vendredi dernier avec je dois dire une lourde défaite, faut-il le souligner. On va parler des dames maintenant, on va rester toujours dans le sport roi. La Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans a connu son épilogue cette nuit. La Corée du Nord sort vainqueur de la compétition. Et oui, et ceci après environ un mois de compétition en Colombie du 31 août à hier 22 septembre 2024. Le mondial féminin des moins de 20 ans a connu son épilogue. Et comme vous l'avez dit, c'est l'équipe de la Corée du Nord qui s'offre le trophée devant celle du Japon en finale de la compétition. Dans un duel asiatique, les Coréennes en viennent à se défaire de leurs homologues japonaises qui ont réalisé une performance remarquable jusqu'en finale. Et ce, après un match tendu avec du répondant des deux côtés et surtout de l'ambition tout de suite affichée de faire du mal à l'adversaire. Mais à l'issue des 90 minutes du temps réglementaire, l'équipe féminine de la Corée du Nord s'offre le Graal final devant l'équipe féminine du Japon par un score étriqué d'1-0. Un but inscrit justement à la fin du premier quart d'heure de jeu, soit à la 15e minute. La Corée du Nord détrône ainsi l'Espagne, sortie de la compétition un peu plus tôt. Et bien avant cette affiche finale, le match de la 3e place s'est déroulé dans la nuit du samedi entre l'équipe féminine des États-Unis et celle du Netherlands. Mais à l'arrivée, ce sont les Américaines qui s'imposent par un score, bien sûr, de 2-1, s'offrant ainsi la médaille de bronze de cette édition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans chez les dames. On revient au pays, n'est-ce pas, Candide, pour parler du championnat national qui a été lancé ce week-end à Djougou. Et comme on l'avait annoncé, un classico pour ouvrir donc cette nouvelle saison. Les Panthères de Djougou qui offraient leur hospitalité aux Buffles de Parakou. La rencontre s'est soldée par un score nul et vierge. Oui, et Tanguy, la Ligue Pro de football du Bénin a officiellement pris son envol ce samedi 21 septembre 2024 à Djougou avec un duel du septentrion. Une rencontre indécise entre les Panthères habillés en jaune et les Buffles vêtus de leur couleur traditionnelle, le vert, qui au terme des 90 minutes de jeu vont se quitter en de bons amis sur un score nul et vierge. Au cours de la première période, les jaunes ont été percutants et dominateurs de la partie, mais le manque de lucidité n'a pas permis d'assister à l'ouverture du score, malgré de multiples occasions qui se sont offertes. Au retour des vestiaires, le match reprend avec une forte intensité. Voilà, avec des deux côtés cette fois-ci, mais c'était sans compter sur le manque de réalisme dans les derniers gestes des différentes équipes. Et le score est resté nul et vierge jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre central Louis Rougnan-Dandé. Après donc plusieurs mois de repos, les 36 clubs qui vont animer la Ligue Pro cette saison renouent avec le championnat national. Faut-il le souligner, cette saison 2024-2025 de la Ligue Pro de football est transitoire vers le format de Ligue 1 et de Ligue 2 qui fait son retour à partir de la saison prochaine. Les 36 différentes équipes engagées sont réparties en deux poules de 18 équipes chacune, voilà. Et au thème de la phase zonale, les premiers des deux poules vont s'affronter en finale pour déterminer le champion de la saison. Tanguy, la Ligue Pro qui reprend de fort belle manière, mais on a vu dans ce duel de septentrion le manque de réalisme. Absolument, côté Panthère de Djougou, avec cette belle phase de jeu, le débordement, l'appel en profondeur, le débordement, et cet attaquant qui a marché sur deux défenseurs pour finir par échouer dans sa tentative, c'est quand même assez bizarre et curieux. Donc on voit déjà le manque d'automatisme déjà à l'ouverture du championnat. Mais on va souhaiter bonne chance aux différentes équipes. Tanguy, il faut le souligner que bien avant cette rencontre inaugurale de la saison, on a assisté au match de levée de rideau, bien sûr, entre les jeunes de moins de 17 ans des deux équipes qui ont joué l'affiche finale. Les U17 des Panthères de Djougou ont défié ceux des Buffles de Parakou, ouvrant ainsi le championnat national des moins de 17 instauré par la Fédération béninoise de football cette saison
À l'arrivée, ce sont les locaux de Pontet qui s'imposent par un score de 3-0 à leurs visiteurs. Il faut dire que cette initiative de l'instance, qui devrait commencer depuis la saison écoulée ou bien même avant, à cause d'une raison ou d'une autre, n'avait pas démarré, mais elle démarre finalement cette saison. L'ambition derrière, c'est bien sûr de construire une bonne base solide et une relève bien aguerrie pour mieux animer le championnat professionnel les années à venir et pourquoi pas assurer de la même manière pour les différentes équipes nationales de catégorie d'âge comme prévu dans le règlement de la saison et même instauré dans le calendrier. Les matchs des U17 seront joués en levée de rideau au championnat professionnel de football. Ça va permettre quand même aux différents clubs d'avoir un vivier dans lequel ils vont puiser pour alimenter leurs différents clubs. On va souhaiter surtout que l'initiative prospère et que cela apporte beaucoup d'énergie à notre football au Bénin. On va laisser tomber, je dois dire, le sport roi. On va parler de cette mauvaise nouvelle qui nous hante depuis, ma foi, 2 semaines maintenant. Il s'agit de la disparition de l'athlète béninoise Odile Arouanou. Cela fait quand même 2 semaines, comme je l'ai dit, et toujours pas de nouvelles. Oui, Tanguy, toujours pas de nouvelles, sinon pas de bouffée d'oxygène pour le public sportif béninois et en particulier de l'athlétisme béninois. La triple championne d'Afrique en heptathlon n'est toujours pas encore revenue, en tout cas. Jusqu'à ce matin, pas d'informations officielles sur le retour de l'athlète béninoise qui est portée disparue depuis environ 2 semaines. Déjà, demain mardi, ça fera exactement 14 jours que Odile Arouanou est portée disparue en France où elle évolue en tant qu'athlète professionnelle. Le procureur du parquet de la République de Rouen, Sébastien Gallois, privilégie plutôt l'hypothèse d'une disparition volontaire. À ce stade, aucun élément ne laisse suspecter la commission d'une infraction. L'hypothèse d'une disparition volontaire privilégiée, déclare le magistrat qui demande aux enquêteurs qui n'excluent pas d'autres hypothèses d'être discrets. Donc, l'enquête se poursuit. Tanguy, du côté des autorités béninoises, on ne baisse pas les bras pour tenter de retrouver la compatriote Odile Arouanou. Des dispositions sont prises par le gouvernement face à la presse au siège de PIS FM le vendredi dernier. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Mbedi, a dévoilé les démarches enclenchées par l'État béninois. Je cite, il dit ceci bien sûr, je cite, « Dès que nous avons appris cela, les services de l'État se sont mis en branle en lien avec leurs homologues français pour lancer les recherches. Nous n'avions pas encore de précision sur sa localisation. Les recherches sont toujours en cours. Notre ambassade à Paris est mobilisée avec les services français. Le ministère des Sports et des Affaires étrangères suivent la situation. Nous avons bon espoir que rien de grave ne lui est arrivé. Je vais espérer qu'on n'aboutira pas à une disparition définitive. Donc, on va continuer. On va chercher, explorer toutes les pistes jusqu'à ce que nous ayons les éléments qui nous permettent d'apprécier. J'espère que nous la retrouverons vivante, en pleine forme et aussi déterminée pour aller à la conquête d'autres médailles. Ce sont là quelques mots prononcés par le porte-parole du gouvernement au sujet de la disparition, sinon des dispositions prises par le gouvernement béninois pour retrouver l'athlète béninoise de 33 ans disparue depuis le mardi passé. Une bien triste et curieuse affaire qui inquiète, même si on n'a pas l'impression, en tout cas, malgré la sortie du porte-parole, que les 2 États, notamment le Bénin et la France, s'engagent véritablement et avec beaucoup d'énergie à retrouver notre compatriote. Faut-il le dire, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même assez curieux. Oui, champion d'Afrique et puis voilà, absolument. L'une des meilleurs athlètes au top niveau de l'athlétisme béninois qui ont surtout rapporté assez de médailles au sport béninois, sinon en particulier l'athlétisme. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette affaire ? Comme je l'ai dit tantôt, ou plutôt comme je l'ai dit il y a quelques jours en arrière, je pense beaucoup plus qu'on a joint le secrétaire général de la Fédération béninoise d'athlétisme qui a évoqué l'hypothèse du fait que cette absence, sinon son absence au JO de Paris 2024 pourrait expliquer, sinon pourrait quand même amener l'athlète à déprimer un temps soit peu, mais après je pense qu'elle est mère au foyer, sinon elle est mère d'une enfant, sinon d'un bébé de plusieurs mois déjà. Et puis après, il y a tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Et puis après, quand vous ne participez pas à un rendez-vous, c'est pas la fin du monde. Absolument. Vous pouvez vous remobiliser, revenir au top de votre forme et puis après revenir sur la plus haute marche du podium s'il le faut, si vous maintenez une certaine constance. Enfin, je dis les choses comme ça, si cette hypothèse émise par le secrétaire général de la Fédération
Fédération béninoise d'athlétisme qui est bien sûr la cause, sinon ce qui justifie l'absence de Odile Arwano aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas forcément lieu de faire cela, de disparaître comme ça de façon volontaire ou comme ça, et puis après mettre tout le monde plonger tout le monde dans l'inquiétude, que ce soit sa famille, ses proches, et puis après le public sportif béninois, sinon le public sportif du monde, on va dire en général, parce qu'elle est une athlète de facture considérable. Après, je pense beaucoup plus que c'est pas la meilleure décision, si, et bien sûr, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Allez, on va parler cyclisme maintenant. La béninoise, on passe d'une béninoise à une autre, Miona Wissou a participé dimanche pour la toute première fois de sa jeune carrière au mondiaux de la discipline à Zurich, c'est en Suisse. Première pour Hermione Wissou, mais également pour le cyclisme béninois. Oui, effectivement, Tanguy, il s'agit d'un saut dans le grand bain pour la coureuse âgée de 26 ans qui a pris part hier à l'épreuve de la course contre la montre des championnats du monde de cyclisme. Et c'est une première dans l'histoire du Bénin, que ce soit en homme comme en dame. Ancienne championne d'Afrique de roller, la béninoise s'est convertie en cycliste, bien entendu, il y a 3 ans, alors qu'elle-même, elle connaissait pas grand-chose dans cette discipline. Son engagement et sa détermination lui permettent de prendre ses marques dans cette discipline qu'elle découvre à peine, des efforts sans relâche et une envie affichée de tutoyer le sommet de ce sport font d'Hermione Wissou la meilleure cycliste féminine du Bénin. Et donc, sa participation au mondiaux de cyclisme est le couronnement d'une préparation minutieuse ponctuée par des stages en France, une première pour le Bénin et bien sûr pour le cyclisme béninois. Hermione Wissou qui prend part pour la toute première fois de l'histoire du Bénin au mondiaux de cyclisme. Tanguy, c'est tout pour l'aventure de ce matin. Ah oui, merci beaucoup à vous, Candide Ronrinta. Cyclisme, qui a de beaux jours devant lui. Hein. Évidemment, on a vu pas mal de dispositions qui sont prises aujourd'hui. Il y a pas mal de compétitions qui sont engagées, notamment le Tour du Bénin qui aujourd'hui connaît la participation de pas mal de cyclistes d'autres pays, plus huppés du continent, où on voit que le cyclisme béninois n'est pas égal à celui, le cyclisme d'autres pays n'est pas égal à celui du Bénin, où on voit ces athlètes venir concourir, sinon compétir avec les athlètes béninois pour justement les amener à se surpasser, à améliorer leur performance. Et aujourd'hui, quand on voit ces différents efforts qui sont menés par la Fédération béninoise de cyclisme avec à sa tête Romuald Razoumen et tout, je pense beaucoup plus que avec tous ces efforts qui sont consentis et après la détermination, l'envie de se surpasser de ces différents athlètes, de tutoyer un tant soit peu le sommet du continent africain, et même pourquoi pas, on a vu avec Hermione Wissou qui participe aujourd'hui aux mondiaux de cyclisme, une première d'ailleurs pour le Bénin. Quand on voit déjà ces différentes choses, on peut déjà se dire qu'avec l'ambition de la fédération et puis après la détermination des différents athlètes, on peut prédire, sinon on peut prétendre qu'il y a quand même de beaux jours devant le cyclisme béninois. On va toujours souhaiter bonne chance au président et puis à ces différents cyclistes. Merci à vous, Candide Ronretol. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Agréable journée à vous aussi. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce matin ce magazine réalisé notamment dans les collines, dans le département des collines, et précisément à Glazoué. C'est à la découverte d'un cours d'eau qui est présenté par les populations riveraines comme abritant un dieu dont les pouvoirs bénéfiques sont assez innombrables. Alors comment est-ce qu'on sollicite son attention et surtout comment obtient-on de lui des faveurs? Élément de réponse dans cette réalisation. Noélie vient pour sa corvée d'eau des fins d'après-midi à la sortie de ses cours de 3e en cette année 2023. Pour trouver le liquide précieux et satisfaire les besoins de sa maison, Noélie doit braver la colie. D'abord, la gravir. Une dizaine de mètres à grimper sur des parois lisses, brutales et très risquées. En dépit de l'habitude, elle y arrive toujours essoufflée. Non. Je suis déjà habituée de ça. Et tu n'as pas peur de grimper et de descendre? Non. On grimpe ça toujours. Ça devient notre habitude.
Il y a robinet, mais ça ne donne pas bien. Mais on prend pour ici, là, pour faire la lessive. C'est pour ça qu'on cherche pour ici, là. Et tu viens combien de fois par jour ici? Au moins, si tu veux, 5 fois. Et je viens seule, moi. Et les amis ne t'accompagnent pas? Non. Et maintenant tu vas descendre avec l'eau là, tu n'as pas peur? Non. Pourquoi? Parce que c'est devenu notre habitude. Il lui faut ensuite, au prix d'une agilité, dévaler la grosse pierre, l'eau en équilibre sur la tête. Noélie doit se plier chaque jour à ce devoir, qu'elle remplit sans crainte. En dépit du caractère très dangereux du parcours, qui ne vaut même pas la qualité de l'eau puisée, elle assume ce travail depuis des années maintenant. Si Noélie vient chercher de l'eau ici, ce n'est pas seulement pour les besoins domestiques. Elle sait que le cours d'eau abrite, selon les anciens, un Dieu qui y dort depuis des siècles et qu'il faut savoir célébrer avant tout prélèvement. De patele awo tiwa juba tiwa teleba o jindende o mi jo mi patele e boja mu cha mu sewe cha wewe fi mo kreye ko akori ko ti kaja odun ti ko akori ni mo kreye gbona cha bu kewe fu ti ko ni kaja ani eche ti omi patele eche ti ejo patele cha o che cha fu ku e fomo gbogbo na la e tutu la le gbogbo la e tutu la le bani tiloni titile ko. Magnifié convenablement par le prêtre, le Dieu qui y vit peut laisser chaque année les humains profiter de son bien. Homme comme femme peut alors s'en approcher pour surtout obtenir des bienfaits au-delà des besoins domestiques. Ani omi ewa ni si ko nta jan cha wa chi o cha wa fu ahoke sewe atiti bante wa bi cha wa chi omi e cho se tan fo ni chi do títí do ọjọ́ tó ní nwa ji re lọ́wọ́ ni ba pàdé na esu bi afun ti mo ni jani ni n'importe quel médicament qu'on va préparer avec l'eau, si tu prends l'eau là pour mettre sur ça, tu as la santé quand même. Il faut d'abord avoir la foi sur ça, qu'avec le nom de cette eau, je vais retrouver la santé. Oui, l'eau là, si tu crois à ça, ça guérit beaucoup de maladies. Si tu as la foi, ça guérit beaucoup de maladies. Ça nous sert. Et comment vous allez faire? Vous allez garder ça dans la chambre? Comment vous allez... Oui, on peut garder ça dans la chambre. Par exemple, si quelqu'un est indisposé un peu, il prend un peu, s'il a la foi, ça guérit. Il guérit. Ça peut guérir n'importe quelle maladie? Oui, ça peut guérir n'importe quelle maladie. Il suffit d'avoir la foi. Ça ne fait même pas encore 2 mois. Quelqu'un est parti et qui est malade. Elle a dit d'aller trouver l'eau de montagne. Il a quitté Banté, ça fait presque dans les 60 kilos. Il est venu me trouver, je l'ai amené ici. Il est venu puiser avec 2 bidons de 50 000 emportés pour préparer le médicament. Et jusqu'aujourd'hui, si on se rencontre, je gagne mes bienfaits. Et il y a des gens qui n'ont jamais vu cette eau et ils ne connaissent pas approximativement ce que ça fait. Ils entendent parler du village, mais ils n'ont jamais reçu comment on le dit, les récits sur ce qui constitue, ce que l'eau doit faire. Donc s'ils sont venus pour voir effectivement l'eau dans le village. C'est au nom de cette nature d'eau de miracle que chaque année,
La collectivité des Arodjagui, peuple des collines par l'histoire et les origines, vient ici dans une procession presque religieuse, un peu comme pour se ressourcer, retourner à la source. Leurs parents ont vécu par ici et ses descendants viennent pour y remonter le temps. Après le Nigeria, l'immigration du Nigeria, c'est notre première chute. C'est ici qu'on s'est arrêté pour être à l'abri de la guerre tribale, sous le refuge des guerres tribales, la conquête coloniale. Puis ici, là, le fleuve là, ça s'appelle Patelé. Et puis on reste ici pour... Ça ne tarit pas. Donc, nos frères qui ne connaissent pas ici ont décidé de connaître ici. Il arrive que le fleuve là se remplisse complètement. Oui, ça déborde. Tout ça envahit tout ici. L'eau là, les gens consomment ça? Et ils prenaient ça. On boit ça, on lave, on fait la vaisselle, la lessive avec ça, on fait tout. Mais aujourd'hui, comme la modernisation exige de ne pas prendre l'eau de marigot, l'eau de fleuve, de ruisseau, de rivière là, ils commencent pas à prendre l'eau de pompe. Mais ça sert aujourd'hui, jusqu'à présent, à faire la lessive, à se laver. Vraiment, ça aide la population, parce qu'on n'a pas d'eau potable avant, et c'est de ça qu'on vivait. Et avec le temps, l'État nous a produit une eau potable, mais qui ne satisfait pas le village. Mais à base de ça, on peut dire, c'est devenu un relais pour le village. Il n'y a que des tortues. Pourquoi il y a des tortues dedans? Bon, moi-même, je ne peux pas définir parce que d'avant, si la pluie tombe, on voit les tortues partout. Et comme c'est une eau qui ne tarit pas, pendant la saison pluvieuse, il y a l'eau. La saison sèche aussi, il y a l'eau. Je pense que c'est à base de ça que les tortues viennent. L'histoire présente la source comme intarissable, sur laquelle veille le Dieu invisible. Mais attention, toutes ces gens qui viennent savent bien qu'il ne faut surtout pas réveiller un chat qui dort. C'est un fleuve dangereux. Ça trace les choses là, l'arc-en-ciel. Et là-haut, là, ça, s'ils sont comme dans là, en français là. C'est un fond, non? Oui, divinité. Divinité, quand ça sort là, ça prend l'homme. C'est dangereux. On vénérait ça. Pourquoi vous avez abandonné ça maintenant? C'est la religion. Bon, celui qui est en règle comme ça, celui qui a de menstruation, n'a pas le droit de venir. Celui qui allait son bébé, c'est-à-dire celui qui a fait bébé, ça n'a pas duré, ne doit pas venir. Aussi, si tu portes de pain rouge, tu ne dois pas venir ici.
Les descendants de la collectivité Arodjagui, qui réclament une proximité avec cet endroit, se sont engagés à en faire un lieu de pèlerinage annuel pour mobiliser les jeunes autour de l'histoire de cette eau, témoin vivant de leur histoire. Une campagne est menée pour faire connaître l'endroit au creux des collines de Tchatchégou dans la commune de Glazoué. Bon, je vais dire, ça fait 3e année que j'entends parler de ça quand même. Donc, je n'ai jamais visité. Donc, quand j'entends parler de ça, ils ont programmé pour cette année. J'ai dit que je vais passer pour voir ce qui est là quand même. Ceux qui connaissent l'histoire de ce cours d'eau confient qu'il est plus docile maintenant, moins exigeante que par le passé. Le temps et l'éloignement progressif des hommes ont créé une distance avec les lieux et le maître invisible qui traverse le temps. Une flamme que la collectivité Arodjagui travaille à raviver pour éviter qu'elle s'éteigne et plonge un grand pan de leur histoire dans le noir épais de l'oubli. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Et maintenant, l'invité sur Actu Matin ce matin, il sera au téléphone. Nous avons appelé pour vous ce matin Morgan Assogba, spécialiste des questions internationales. Monsieur Assogba, bonjour. Bonjour. Merci d'être au téléphone pour discuter avec nous de cette actualité passée presque inaperçue au sud des tropiques. Un vote de défiance contre le président français engagé par un groupe de députés à l'Assemblée nationale. La France insoumise, précisément, a choisi de lancer une opération de destitution du président français Emmanuel Macron. Alors, comment comprendre, M. Assogba, cette décision? Est-ce que c'est la posture très tranchée de ce parti contre la gouvernance Macron ou la fragilité désormais constatée du macronisme, surtout avec ses faiblesses dévoilées à l'occasion des dernières consultations électorales? Je veux parler des législatives. Ou carrément, c'est une opération de cosmétique politique? Alors, vous faites très bien de mettre en relief toutes ces questions parce que c'est un cocktail de l'ensemble des différentes situations plus ou moins problématiques qu'évoque l'ensemble de vos questions. Et donc, il s'agit là d'une succession d'événements qui, depuis les dernières échéances électorales législatives, ont montré la fragilité du gouvernement du président français actuellement, surtout avec cette nécessité de faire bloc à un moment donné et le choix difficile qui s'est posé de choisir un premier ministre finalement, M. Barnier. Et donc tout cet ensemble de situations font que le pari pris pour une gestion paisible et constructive jusqu'en fin de mandat pour le président Macron est un pari très difficile à relever, pour ne pas dire pratiquement impossible, politiquement parlant. Mais la Chambre basse a validé à 12 voix contre 10 le document, une première étape ainsi validée, qui valide le processus. Mais doit-on dire, la route est longue, c'est sûr, mais faut-il commencer à s'inquiéter pour Emmanuel Macron? Je pense que le président Emmanuel Macron lui-même a commencé par s'inquiéter pour lui-même depuis très longtemps. Certes, la route est longue, mais ce n'est plus l'aboutissement qui est le plus pertinent aujourd'hui. Ce qui est pertinent, c'est l'effet matériel et carrément évident de cette remise en cause à tous les niveaux. Il s'agit bel et bien au niveau de la population française elle-même, au niveau des différents
couleur politique de la France et surtout même au niveau du propre camp du président Macron. Oui. Il y a un ensemble d'acteurs politiques qui, d'une façon ou d'une autre, essayent de se désolidariser. La plus marquante est bel et bien ce comportement de l'ancien chef du gouvernement français, Attal, Gabriel Attal, qui, dans une certaine dynamique, se désolidarise. Donc ici, actuellement, le président Macron est inquiet, mais la réalité est qu'il faille naturellement changer la donne. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de manœuvrer dans cet environnement politique? C'est la grande question à laquelle il faudra répondre. En tout cas, le document a été affecté à la commission des lois qui doit s'y pencher normalement. Quelles sont les prochaines étapes du processus, à votre avis? Je pense qu'au niveau du processus, il faudra attendre effectivement que la commission donne son avis et ensuite qui risque d'être assez favorable probablement, mais dans le cas où ce n'est pas favorable, ce sera la fin techniquement de cette initiative. Oui. Mais dans le cas où ce serait favorable, on va assister maintenant à la prise en main de cette initiative par les autorités compétentes et indiquées conformément au dispositif des tests français. Alors la gauche n'est pas totalement d'accord avec l'idée de destitution. Elle a d'ailleurs fait connaître ouvertement. Pourtant, la campagne électorale de ce côté pour les législatives n'avait pas été aussi virulente, n'avait jamais été aussi virulente, je veux dire, contre le pouvoir. Alors comment comprendre cette attitude assez ambivalente de la gauche? Oui, la gauche est dans une politique non seulement d'observation, mais surtout de constatation. Et il s'agit ici de voir dans quel sens les réactions se feront, surtout au niveau du peuple français, et aussi de tenir compte du fait que, qu'on le veuille ou non, le président Macron reste et demeure en position de leadership en France. Mais il faut tenir compte aussi de cet ensemble de dynamiques à l'échelle européenne qui n'est pas à négliger et qui est prise en compte naturellement aussi par la gauche. Donc la gauche se retrouve beaucoup plus dans un mécanisme de calcul politique et de stratégie dans une perspective de moyen et de long terme plutôt que de verser dans une dynamique de réactivité à court terme par rapport à la situation. Même l'extrême droite aussi parle d'une stratégie d'enfumage et montre sa réticence. Marine Le Pen l'a clairement signifié aussi sur la place publique. Finalement, tout le monde est contre Emmanuel Macron, mais personne, sinon presque personne, n'est pour une action réelle. Il s'agit toujours de l'ensemble de ces calculs. L'action réelle ne doit pas être une initiative forcément d'un individu ou d'un groupe politique, étant donné que la dynamique politique fait en sorte qu'il faille faire très attention dans cette prise de position et tenir compte surtout de la dynamique européenne, parce que le processus d'intégration est assez poussé de l'autre côté du monde, ce qui fait que chaque décision qui est prise a des répercussions dans une politique générale, aussi bien à moyen terme qu'à long terme. Des actions doivent venir surtout de la volonté du peuple français manifeste de voir le président Macron se retrouver dans une situation difficile. Et c'est lorsque cette volonté manifeste se fera afficher que nous pourrons observer certains partis politiques naviguer dans une sorte de récupération politique pour agir dans le sens de la volonté du peuple. Aucun acteur politique et aucune institution ou même aucun individu ne souhaite aujourd'hui se retrouver dans le collimateur du peuple français. Et c'est cela qui explique la dynamique d'observation et de planification dans laquelle s'inscrit chacun de ces acteurs politiques et des groupes d'animation de la vie politique en France. Oui, mais quand vous dites une volonté manifeste des populations, les dernières consultations législatives ont montré quand même une certaine opposition. Alors là, assez tranchée contre la façon de gérer d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas déjà un élément fondamental sur lequel on peut surfer? Pas encore suffisant.
dans la mesure où, malgré cette démonstration du peuple français, on a vu ce même peuple français aller dans une démonstration plus ou moins contraire pour faire barrage à ce groupe qui semblait ne pas forcément représenter la dynamique de gestion dans laquelle le peuple français voulait s'inscrire, mais représenter quand même le refus et le désespoir qu'éprouvait ce peuple face à la gestion du président Macron. Il faut attendre beaucoup plus les premiers pas de la gestion de cette nouvelle gestion, c'est-à-dire les premiers pas du nouveau gouvernement qui vient à peine d'être formé dans sa façon de gérer. Et il faut regarder la composition de ce gouvernement pour comprendre que le président Macron et tout son groupe qui lui reste encore fidèle ont trouvé un mécanisme pour répondre à certaines problématiques clés de la société française par rapport à leur choix. La question de l'immigration avec Routelot qui semble être beaucoup plus dans la dynamique des Le Penistes que dans la dynamique des macronistes et bien d'autres acteurs qui, même s'ils ne font pas l'unanimité ou n'ont pas l'adhésion totale du peuple français, s'inscrivent dans des démarches qui se rapprochent des démarches de ceux-là même contre lesquels ils ont fait barrage. Donc tous ces éléments amènent ou invitent tout acteur politique à faire très attention par rapport aux différentes actions qui doivent être prises. Alors comment comprendre, je dois dire, cet étiolement du macronisme qui quand même avait ravagé tout sur son passage, notamment en 2017 lors de la présidentielle. Est-ce qu'on va parler de l'usure du pouvoir ou peut-être de la jeunesse et du manque d'expérience de celui qui a porté ce mouvement en 2017? L'usure du pouvoir, oui, parce que la science a montré que chaque fois que vous prenez le leadership, au fur et à mesure que vous l'exercez, vous faites des mécontents. Mais faire des mécontents au point où on en arrive à une contestation aussi flagrante, cela implique d'autres erreurs. Et parmi d'autres erreurs, on peut parler de la difficulté qu'a eu le président Macron à faire des choix assez spécifiques à la fois au niveau de la gestion interne et surtout par rapport à la politique étrangère de la France. Et c'est tout un ensemble de facteurs qui rendent aujourd'hui la gestion du président Macron très difficile. Ce n'est pas lié forcément à l'individu ou à la personnalité du président Macron, mais c'est surtout lié à l'ensemble des situations qui se présentent à lui par rapport à l'Afrique, par rapport même à l'Europe, et ensuite par rapport à la question du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je veux parler de la situation entre l'Ukraine et la Russie, de la situation de l'autre côté d'Israël et des différentes prises de position. C'est aussi surtout la situation économique avec la dynamique des BRICS, la problématique avec la Chine, ce qui a poussé le président Macron à un moment donné de son leadership de parler d'autonomie stratégique. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont rendu la tâche assez difficile et qui rendraient la tâche naturellement difficile à tout leader qui se retrouverait à sa place aujourd'hui. Et aujourd'hui, un peu partout en Europe et dans le monde, il y a cette poussée et cette montée des partis nationalistes qui complique aussi la situation d'un point de vue partisan. Donc, ce n'est pas forcément l'individu du président, mais c'est un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve à cette situation. Finalement, le gouvernement a été dévoilé pratiquement 2 mois après les élections législatives. Témoignage certainement d'une difficulté à concilier les positions politiques. Oui, techniquement, ce gouvernement a, depuis sa naissance ou même depuis la victoire de tous ces acteurs politiques qui ont fait bloc au parti de Madame Le Pen, depuis cette victoire, on a compris que la mise en œuvre d'un projet serait difficile puisqu'ils ont été envoyés, élus sans un projet commun. Il y a eu besoin juste de trouver le mécanisme de faire barrage
dérapage. Et on a déjà compris tout de suite lorsqu'on écoute l'ancien président Hollande qui dit dans une simple expression, tout ça pour ça. C'est-à-dire déjà tout de suite, il est contre la dynamique qui est en train de s'installer, parce que c'est une dynamique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne s'inscrit pas forcément dans la façon de gérer de tous ceux qui se sont réclamés macronistes ou de tous ceux qui se sont réclamés des partis politiques qui se rapprochent de cette façon de gérer. Il y a des acteurs clés, que ce soit au ministère de l'Intérieur, ministère de l'Économie, ministère des Affaires étrangères, il y a des acteurs clés qui s'éloignent de cette vision et donc qui font que la chose même semble être mort-née. Maintenant, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il faut permettre à ce gouvernement de se déployer malgré les difficultés que son existence cause déjà du point de vue du camp du parti du président Macron. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales. Vous étiez au téléphone direct sur ce plateau pour nous parler de l'actualité en France, liée notamment à ce processus engagé par la France Insoumise pour la destitution du président Emmanuel Macron. Bonne journée à vous. Merci. Retour à Cotonou. On va faire une légère pause et on va revenir pour le débat. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée au salon, pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Sur 13 partis politiques officiellement existants au Bénin, mettons 5 qui pourraient disparaître. En tout cas, la Sénat menace à partir d'un rapport qui a constaté leur difficulté à se conformer aux exigences de la charte des partis politiques. Pendant ce temps, il y a 8 autres qui ont fait l'effort de s'y conformer. En tout cas, quand on fait foi à ce rapport-là de la Commission électorale nationale autonome. Alors, quels sont les autres détails à retenir de ce rapport-là et quelles sont les implications, les explications et les analyses autour de tout cela? On va faire le point avec les débatteurs. Le riche, bonjour. Bonjour Tanguy. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, des observations de forme tout simplement, des sièges nationaux ou départementaux inexistants. Carrément, on a constaté quand même une sorte de, je ne sais pas dire négligence, des partis politiques et pas des moindres surtout, et ils sont nombreux à ne pas avoir de siège national ou de sièges départementaux. Loïc? Ben écoutez, le constat est là et ce n'est pas la première fois. C'est juste que la Commission électorale nationale autonome a fait un travail de fond en comble. Sinon, autrement, on a toujours su que ça arrive et que ça a toujours été une habitude de certains partis politiques. Et je pense qu'avec ce rapport qui a été déposé, cela prouve une fois encore qu'aujourd'hui, qui veut avoir un parti politique ou qui s'engage à militer au sein d'un parti politique devra se dire qu'un parti politique, c'est d'abord national. Ce n'est pas départemental, ce n'est pas communal, ce n'est pas local, encore moins familial. Donc aujourd'hui, avec ce rapport, on voit clairement ceux-là qui arrivent à tenir la perche haute, surtout
en ce qui concerne l'activité politique sur le plan national, l'achat des partis politiques est assez clair sur le principe. Pour qu'un parti existe, il faut que ce parti ait une existence physique et juridique sur le plan national et qu'il ait aussi ses représentations départementales. Le rapport a été assez précis, a été clair. On constate que sur les 18, il y en a qui n'ont pas d'existence nationale, ce qui est encore plus grave parce que vous ne pouvez pas avoir votre autorisation d'exister et ne pas avoir un siège légal national. Les militants se réunissent où finalement? C'est la question qu'on doit se poser. Pas au hasard pour voilà, ça pose déjà un problème. Donc, pour ceux encore qui ont l'existence, la présence physique nationale, il y en a encore qui ne sont pas représentés dans les 12 départements du pays, alors que la loi est assez claire. Il faut être représenté dans les 12 départements, sinon que normalement on doit être beaucoup plus présent dans les 77 communes. Cela prouve déjà qu'il y a un travail de fond qui doit se faire encore à ce niveau. Et ces partis aujourd'hui doivent redoubler d'efforts si éventuellement ils ne sont pas déjà en sursis. Je pense que si aucun parti politique jusque-là n'a contesté le contenu de ce rapport, c'est que dans une certaine mesure, le rapport fait état de situations vraies. J'en déduis d'abord qu'avec la réforme du système partisan, nous sommes encore bien loin de ces objectifs. Et je voudrais partir d'abord du bon sens. Quand on aspire à conquérir le pouvoir, à l'exercer, il y a un certain nombre de bases qu'il faut véritablement respecter. Je pars du principe de ce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour créer une formation politique. On a sans doute mûrir l'idée, n'est-ce pas, réfléchir avec un certain nombre de personnes. On s'est donné ne serait-ce que quelques moyens pour lancer véritablement cette formation politique-là. Qu'on reproche à des partis politiques l'absence de siège national, cela pose des questions élémentaires. Lesquelles? Comment on tient les rencontres les plus statutaires entre chefs de parti et puis militants ou responsables de parti? Cela pose un problème. On voudrait qu'aujourd'hui les partis politiques puissent avoir des assises au niveau de nos localités. En l'absence d'un siège départemental, comment on arrive à rencontrer ces militants? Quand vous voyez l'effectif du nombre de partis politiques qui est épinglé, je pense aux 5 sur les 13 que nous avons, ce n'est pas petit. Donc ça veut dire que nous avons plusieurs partis politiques qui sont concernés véritablement par ces dysfonctionnements. C'est vrai que ce que la loi exige, c'est peut-être un peu contraignant, mais avouons-le, on ne peut pas rester dans un environnement où on veut avoir de grandes formations politiques aujourd'hui et ne pas aller véritablement dans ce sens-là. Comment on dit, ce sont des exigences auxquelles les partis politiques doivent véritablement sacrifier. Ou, comme on le dit, mutualiser les efforts en se mettant ensemble pour que on puisse évoluer, n'est-ce pas, sur ces questions-là. Donc je pense que c'est assez essentiel pour un parti politique de disposer d'un siège à la fois au niveau national mais aussi au niveau départemental. William? Selon les affirmations du directeur général des élections, le contrôle est légèrement antérieur. Il date d'un peu moins d'un an. Il est de novembre 2023. Ce qui est sûr, les données ont assurément évolué de novembre 2023 à aujourd'hui. Mais tablant sur les chiffres, les révélations de ce rapport, il faut juste, quand on est de cette opinion, de la religion à laquelle j'appartiens, celle selon laquelle nous sommes encore dans de l'idéalisme un peu utopique sur cette fameuse réforme du système partisan, c'est un vœu pieux, c'est un objectif à atteindre encore. On se l'impose, on se lie par les liens, par les chaînes. Pour y arriver, on se tord légèrement l'esprit, on se serre davantage la ceinture, on se mue, on se transforme, on se métamorphose, on va à un rythme qu'on s'impose tous sans forcément être dans les règles ou dans l'état d'esprit convenable. La plupart des choses qu'on attend d'un parti politique ne sont pas encore
là, dans ces gros partis que nous voyons. Même les 3 qui ont déclaré au niveau des préfectures leurs arrêtés, qui ont des arrêtés de constatation au niveau des préfectures, les 8 en règle, les non en règle, quoi qu'on dise, 13 qu'ils sont, il n'y a pas encore cette formation politique qui est un reflet de la démocratie participative, de la démocratie représentative. J'espère que la Sénat commence par ses préalables pour qu'un jour on grandisse, qu'on fasse de vrais constats. Un parti, il participe à l'action du gouvernement ou participe à l'opposition ou est peut-être pour un moment sans coloration politique vis-à-vis du gouvernement en place. Un parti politique, il va aux élections. Ça, ils savent le faire. Clubs électoraux, ils maintiennent ce statut comparativement à ce que les partis ont toujours été quand ils étaient d'un effectif bien pléthorique. Aujourd'hui, encore, sur ces légers détails, vous savez, l'école de parti, j'ai envie qu'on fasse aussi des constats sur ce que les écoles de parti sont, sur la prise de décision dans ces partis, le fonctionnement de ces beaux et grands organes écrits. J'espère que les textes auxquels la Sénat tient rigueur actuellement en matière d'existence légale, tout ça relève de l'ordre des préliminaires, des éléments basiques, du minimum qu'il faut pour qu'on commence par considérer les interlocuteurs en face comme étant des partis politiques, personnes morales, que nous avons des entités pour animer la vie politique. Sinon, du point des fonctions systémiques d'un parti politique, nous sommes loin de la réalité. Ceux qui sont au pouvoir, comme ceux de l'opposition, on est encore bien loin. Mais c'est des choses quand même basiques sur lesquelles on pouvait s'attendre, on pouvait pas s'attendre à ce que des partis politiques, ma foi, ne puissent pas me répondre. C'est dire que si on marque un arrêt et puis on retourne un peu en arrière, on imagine aisément les conditions de fonctionnement dans lesquelles les partis politiques évoluaient par le passé. Peut-être qu'on dira qu'aujourd'hui, l'image est un peu plus belle avec cette réforme qui a dû bousculer un peu certains partis à se conformer, à avoir un certain nombre de choses. Donc, on imagine bien un peu quel était le fonctionnement de nos formations politiques par le passé, par du siège, même au plan national. On se réunissait dans des restaurants, dans les buvettes, où on attend justement la veille des élections pour crier un peu partout. On réunissait les proches de sa famille pour pouvoir avoir un parti politique. Heureusement, on est un peu loin de ces réalités-là aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est un problème assez épineux de savoir comment on arrive justement à la création d'une formation politique ne disposant pas de ces bases-là. Comme vous l'avez dit, c'est assez élémentaire. Mais il n'y a pas que ça. Effectivement, William a parlé de l'école de parti. Effectivement, ça fait partie aussi comment on dit, de ce que la Sénat a noté comme absence au niveau pratiquement de tous les partis politiques qui ne disposent pas justement de cette école qui doit amener les responsables de partis à former leurs militants à leur idéologie. Et donc là encore, il y a un problème. Et je pense que là-dessus, c'est pratiquement tous les partis politiques qui sont véritablement concernés. Oui, je reconnais qu'avec cette réforme, les partis ne s'y retrouvent pas encore. Avouons-le. Et espérons qu'avec cet engagement que la Sénat donne aujourd'hui à aller inspecter, à constater, à produire un rapport, à publier, les noms sont là, moi j'ai pas envie de les citer justement, pour qu'on puisse faire la part des choses entre les formations politiques. Ça ne dérangerait personne qu'on les cite. Même si c'est nous-mêmes qui citons, si vous êtes en porte-à-faux avec la loi, il vaut mieux qu'on vous connaisse. Régulièrement, ça va amener les partis politiques à se réveiller, à se mobiliser, n'est-ce pas, et à pouvoir satisfaire à ces exigences-là. Mais la menace, c'est que ces partis risquent de disparaître. Parce que si... William a évoqué que c'est un constat qui date d'il y a 2 ans. Moi, j'estime qu'il y a c'est sûr que même à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas un grand changement parce que aller à la recherche d'un siège national en 1 an au niveau de chaque département, nous en avons 12. Ce n'est pas une mince affaire en matière de mobilisation de ressources. Et nous savons que nous allons vers les élections générales. Est-ce que ces partis sont en mesure de se conformer juste à ces dates-là? Et là, reste la question. Il ne faudrait pas qu'à ce moment-là, quand la Sénat va décider de suspendre ces partis politiques, qu'on commence par crier au
chasse aux sorcières, que c'est un système qui veut véritablement que les partis politiques n'aillent pas aux élections. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, c'est maintenant qu'il faut changer les choses. Oui, mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop aussi? C'est des remarques de forme riche. Et ça peut se faire, ça peut se créer n'importe quand. Le plus essentiel, c'est ce que le parti apporte en termes d'éducation civique, des militants, d'orientation, d'idéologie, en termes d'apport, je dois dire, l'enrichissement du débat politique national. Question de siège, bon. Je veux bien croire que vous blaguez. Je ne blague pas, je suis sérieux. Mais écoutez, très sérieux. Vous savez, sortons tout de suite d'abord du cadre politique. Vous avez une société en bonne et due forme, c'est que la première des choses, vous devez avoir une représentation légale. Vous devez avoir une présence, on doit savoir que c'est ici que mais cette société est spécifique. Oui, c'est spécifique, mais justement, comment déjà par cette image-là, vous faites comprendre l'importance d'avoir un siège. Oui. Vous savez, quand on parle d'école politique aujourd'hui, tout le monde se dit, il faut d'abord une vision, il faut éduquer les militants à cette idée, à cette idéologie que le parti véhicule. Mais déjà, où est-ce que ce travail se fait? Vous savez, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. C'est ce qui se faisait depuis très longtemps. Vous avez, William a sorti l'expression juste, nous avons des clubs électoraux qui, à la veille des élections, se constituent et se déconstituent juste après les élections. Ça a été toujours comme ça. Oui, et aujourd'hui, les choses n'ont pas changé, mais vous avez remarqué, nous avons tous constaté avec justement ce rapport que les choses continuent chez certaines personnes. Parce que des partis politiques qui a priori, avec de grands noms que nous connaissons très bien, a priori pendant longtemps, peuvent se retrouver aujourd'hui sans existence physique. Parce que quand il veut. Et je demandais, est-ce qu'on n'en fait pas tout un tas? On n'en fait pas tout un tas parce que c'est obligatoire. Oui. Vous imaginez, des militants se réunissent où d'abord? Je ne vais pas vous dire que c'est juste dans les bars, dans les hôtels et autres pour faire de formation. Non, attendez. Quand j'ai besoin d'un parti politique, je dois aller vers son siège, comprendre, travailler avec les membres de son siège. Quand je suis par exemple dans la Donga, il faut que je puisse rencontrer les responsables de ce parti politique dans la Donga. Mais s'ils n'ont pas de représentation, s'ils n'ont pas de siège légal dans la Donga, où irai-je les rencontrer? Est-ce que c'est par WhatsApp? Est-ce que c'est par téléphone? Non, ça pose un véritable problème. Donc je pense que déjà, les responsables de ces partis doivent déjà commencer par être conséquents envers eux-mêmes et se mettre en règle vis-à-vis des tests. Ça, c'est la moindre des choses, selon moi, avant qu'on entre maintenant dans l'école idéologique. Parce que quand vous n'avez même pas encore de représentation physique, vous voulez enseigner quoi à vos militants? Dans quelles normes et où précisément? C'est des questions que nous devons nous poser. Qui vous a dit qu'il y a enseigné? Mais encore que là, le problème se pose. En fait. Enlever Patrice Talon, le spectre de Patrice Talon de l'Union progressiste ou du Bloc républicain, dites-moi ce qu'il reste. Et il reste Pierre Tchani, il reste François Djobeno. Quelle idéologie politique, pour quel programme? Ils sont socialistes, pour quel discours? Ils sont sociodémocrates chez les Baobab. Je vous informe. Ils sont sociodémocrates. Oui. Et républicains, c'est-à-dire voilà, droite, soutiennent un ultralibéraliste. C'est déjà là qu'il y a un problème. Le mariage hétéroclite commence déjà là. Et c'est en ça que, individuellement pris, on ne les identifie absolument pas. C'est un jeune bébé qui vient à peine de naître. Ne lui demandez pas de dans des conditions peut-être tout de suite. Ne lui demandez pas de savoir recourir manger. Ne lui demandez pas à ma première analyse, à ma première prise de parole. J'ai dit, on s'est lié par des liens et des chaînes qui nous dépassent, qui dépassent la dureté et la solidité de nos os. Parce qu'en réalité, je vous dis une chose. Quand je dis mouvance présidentielle, permettez-moi de parler de l'opposition aussi. Enlever le tropisme de haï des démocrates et vous me direz ce qui reste. D'anciens Unions Faire la Nation, d'anciens, je ne sais pas, d'anciens FCBE, des caciques qui ne respirent, qui ne jurent que Payaï, qui sont ensemble juste contre qui? Juste contre Patrice Talon. Et c'est le schéma. Essayez de faire le tout. Je parle des très grandes formations, celles qui sont présentes à l'Assemblée nationale, décliner pour le reste les satellites par endroit et les moins, ceux qui pèsent moins dans la balance. Je vous dis une chose. Vous savez, tant que les formations ne seront pas comme des supermarchés, ou parce que j'ai besoin d'un produit spécifique, d'une marque qui ne se vend que dans cette boutique politique, je vais là pour ce programme, je vais là
dans des règles connues préalablement pour y aller et pouvoir m'y plaire, pouvoir, d'où que je vienne et qui que je sois, pouvoir m'épanouir, m'émanciper dans la défense de ces idées. Attention, nous ne serons pas loin de l'ancien système. Vous savez, moi j'ai envie de voir le virage 2026 pour voir si on doit continuer à parler de réforme du système partisan. Tout à l'heure, vous disiez qu'ils sont jeunes, mais les premiers actes de la réforme du système partisan datent de 2018. La charte des partis politiques date de fin 2018. Vous parlez d'une société. Je parle d'une société. Je parle de gens, des humains. Je suis totalement d'accord. Des profils et des éducations différents. Rester dans la renégatie pendant plus de 30 ans. Oui. Pendant près de 30 ans. Ça ne se change pas en 3 ans. Absolument. Mais reconnaissez, Pantatone, reconnaissez que même si il faut donner du temps aux gens, arrêtons de crier, hélas, il y a victoire. Jusque-là, les choses elles se sont légèrement bonifiées. On ne va pas faire le procès. On va faire le procès parce que on parle. Vous me permettez de finir? Oui, rapidement. On parle de questions basiques comme les sièges, mais je vous demande de parler également des questions d'idéal et autres. En fait, tout ça est élémentaire dans une formation politique. Les gens se regroupent parce que, un, on se positionne par rapport à Patrice Talon, deux, on se positionne par rapport à l'avenir de Patrice Talon parce que pour eux, Talon finit en 2026 et il faut rabattre les cartes. On se positionne parce qu'on vient de tel ou tel milieu, dans telle partie, dans telle zone, telle partie marche ou non. Et troisième élément encore, pour moi primordial, on se positionne en fonction de son parrain politique, celui sous qui on veut être coopté pour avoir une petite notoriété dans le milieu politique. Tout ça date de nos vieilles habitudes. Reconnaissez que jusque-là, elles demeurent. Parlons du bébé Tanguy, vous savez, ce n'est pas une excuse. On comprend que la réforme, elle soit jeune, mais les acteurs qui l'animent ne sont pas si jeunes que ça. Pour la plupart, nous les connaissons. C'est des anciens. Et donc, ils ne peuvent pas me dire qu'en termes d'idéologie, il faut attendre d'avoir 10 ans, 20 ans avant de se mettre au pas. Il ne faut pas attendre non plus, comme on dit, une dizaine d'années pour s'offrir un siège. La question, c'est est-ce qu'on est obligé de créer une formation politique quand ensemble, on n'en dispose pas les moyens? Justement, j'allais parler de moyens, justement. Dans l'ADN même de ces formations politiques, le problème se pose déjà dès la base. C'est-à-dire, soit même on est convaincu qu'on n'est pas en mesure de tenir, mais on y va quand même. Oui, mais après, c'est pour quel résultat? Le résultat, c'est ça, c'est avoir des partis politiques. On a dit que pour les réformes du système partisan, c'est pour sortir un peu l'argent du monde politique, etc. Alors, s'ils n'ont pas l'argent, comment est-ce qu'ils se payent des locations de sièges, etc., etc. Ça peut être un problème de moyens, de mobilisation de moyens aussi, non? Oui. Alors, si tant est que cela reste une difficulté, ça veut dire que l'idée même, la base même de la création de cette formation politique, il y a un problème. Pourquoi? S'il y a une idéologie et il y a une volonté manifeste, mais ça ne suffit pas. Vraiment de travailler à changer la physionomie du Bénin. Mais ça ne suffit pas. Si vous n'êtes pas en mesure de rallier à vous beaucoup de militants, de faire de grandes mobilisations financières, n'est-ce pas, pour disposer d'un siège, pour disposer d'un certain nombre d'outils qui vont vous aider véritablement à animer votre parti politique, ce n'est pas non plus obligé de créer cette formation politique. Sinon, à l'arrivée, on vous citera toujours sur la liste des partis politiques qui n'ont pas les moyens d'exister. Vous savez, justement, vous parlez de moyens et quand vous faites bien le point, vous allez remarquer que de plus en plus, les gens vont vers des partis, mais sans être convaincus de la profondeur ou de l'existence réelle de ce parti. Ailleurs, vous allez remarquer que au-delà du financement qui est au sommet, des militants se constituent eux-mêmes, je dis mais des militants se constituent eux-mêmes et s'octroient un siège au nom du parti. Et ensemble, non, je dis ailleurs. Okay. Quand ça se fait comme ça, ça veut dire que le militant lui-même est convaincu que ici, dans ce parti, j'ai ce que je cherche. Et William a dit tout à l'heure, il y a une marque déposée, une marque qu'on vient rechercher. Quand le militant se sent à l'aise dans ce parti, il se dit, je suis prêt à me battre pour ce parti. Donc, il y a déjà un problème de conviction, militantisme. L'autre chose, celui qui incarne la vision de ce parti, est-ce qu'il partage cette vision avec le parti? Parce que si tu es au sommet, vous êtes au sommet et au niveau national, vous dites que vous incarnez l'idéal d'un parti et que ne serait-ce qu'au niveau départemental, on ne sent pas cet idéal. Cet idéal n'est pas partagé. Pas au niveau départemental, ne vous attendez pas à ce que vous ayez un siège dans une commune. C'est pas possible. Tout simplement parce que aucun militant ne vous fera la part belle en vous octroyant peut-être un siège et tout ça. Donc vous voyez, le problème
de formation à la base est essentiel. Si vous n'avez pas des militants convaincus et que vous n'avez que des sympathisants qui viennent peut-être parce que le responsable du parti ou au niveau de cette commune, peut-être, le parrain, celui qui aide à payer à donner des kits scolaires, à faire peut-être de petits matchs de quartier pendant les vacances et tout ça. Oui, voilà, juste parce que celui-là, il le fait dans la localité. Et on se dit, bon, comme c'est la seule personne qui accompagne la localité dans les moments difficiles, alors allons vers lui, accompagnons-le dans son parti politique. Quand ce ne sera que ça, vous pouvez en être certain. On est plus à cette étape, on en est justement, nous sommes toujours à cette étape, que vous le voyez ou non, nous sommes toujours à cette étape. La preuve, nous avons plusieurs partis qui n'ont pas de siège, nous sommes toujours à cette étape. Là on est non plus face à des partis qui ont des papas fondateurs, mais qui ont des actes qui les ont fondés, avec un processus plus ou moins difficile et rigoureux. On a désormais des acteurs qui se mobilisent pour élire ou changer, je dois dire, les instances dirigeantes de leur parti. Vous savez comment Joseph Benoît est devenu président de l'Union progressiste? Par un vote. Par un vote? Oui, je crois par un vote. William en doute. William en doute. Je ne sais pas si William est membre de l'UPR, mais moi, pour ce que j'ai appris et ce que j'ai lu dans la presse. Vous savez comment le secrétaire général Abdoulaye Biachani, secrétaire général national Abdoulaye Biachani est devenu par une transformation des tests. D'accord. Donc, c'est pour vous dire, en fait, si vous pensez qu'il y a des pas qui sont faits, moi je pense qu'on marque les pas. Est-ce que la menace de leur retirer, je vais faire évoluer le débat, est-ce que la menace de leur retirer les récépissés, rien qu'à partir de ces éléments-là, n'est pas un peu exagéré? Oui, parce que, d'abord, je bémolise. La Sénat ne fait qu'appliquer les textes. Oui. En fait, reconnaissons-le, quand vous lisez la charte des partis politiques, la loi est claire. On peut faire dans du sentimentalisme un peu, parce que ce sont des copains, les acteurs de la Sénat et les partis politiques, et ils se connaissent assez. Ils se fréquentent des partenaires, on dira. Sinon, ils sont des copains, des partenaires. Merci. C'est plus d'anciens copains, aujourd'hui officiellement partenaires. C'est le thème adéquat. D'accord. Donc, c'est la loi, en fait. C'est la règle en la matière. Qu'elle soit dure ou non, c'est la règle. Maintenant, appliquer la règle, c'est la chose la plus normale dans une démocratie. Maintenant, est-ce que quelque chose aurait changé? Vous voyez des partis qui ne servent, excusez-moi le terme, qui ne servent pas à grand-chose dans le débat politique. Vous voyez des partis... Est-ce que vous sentez que nous sommes à 20 mois d'un scrutin présidentiel? Sinon d'une année électorale qui arrive 3 grands scrutins, c'est-à-dire nous allons faire la mue, nous ferons un bilan de santé de notre démocratie dans 20 mois. Et vous avez des chapelles agglutinées, sinon construites, autour de quelques individus, de quelques dissensions personnelles, et qui, à 20 mois de ces échéances majeures, ne proposent rien, n'ont pas... quand vous dites siège, combien de gens, même dans ces bureaux nationaux de ces partis politiques, j'ai dit nationaux, de ces partis politiques peuvent vous dire le projet de société, la vision, la feuille de route de ces formations politiques. Idéologie, je quitte ce point. Moi, je voudrais conclure, Tanguy, en disant une chose. C'est très illusoire de penser, selon moi, qu'on a radicalement changé l'atmosphère politique. Au Bénin, la pratique de la politique. Tant que, peut-être en 2026, parce que 2021, j'étais resté sur ma faim avec la façon dont la présidentielle s'est passée. Finalement, on a dû avoir le bloc républicain pour porter la triste. Alors même si sur le bulletin de vote, les Béninois n'ont pas vu bloc républicain, hein, ils ont vu encore un soleil, un peu comme il y a 5 ans, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas eu de réforme du système partisan. J'attends 2026 pour voir si finalement cette mayonnaise va prendre. Parce qu'elle est plutôt très théorique. Elle est dans la charte des partis politiques, elle est dans les statuts, dans les fonctions, les attributions de la Sénat, qu'elle est en train d'appliquer aujourd'hui, cette Sénat, pour nous sortir ce rapport, mais elle est très peu dans la pratique, elle est très peu dans la tête des gens, et je crois que la vraie réforme du système partisan dans ce pays, c'est la tête, la mentalité avec laquelle les gens viennent en politique, non pas pour se couper leur part du gâteau, l'état de beau, comme dira Victor Torbanou, mais plutôt une conscience collective de l'action politique et un idéal porté en lequel on croit.
Oui. Vous constatez avec nous que le verre est toujours dans le fruit parce que c'est vrai que l'objectif c'était de faire en sorte. Sortir du fruit. Oui, non, le verre est toujours dans le fruit. Ne le sortons pas encore. Non, la preuve, l'achat d'un parti politique n'a pas pu sortir le verre du fruit. Et nous l'avons constaté sur le terrain. Donc, ça peut vous faire comprendre déjà que aujourd'hui, quand William a posé cette question, je m'attendais à le voir aller plus loin. Au niveau du restaurer l'espoir, par exemple, à Pakane Dazanaï, qui vous connaissez encore de ce côté. Au niveau de restaurer la confiance, à René Agossa, qui connaissez-vous encore dans ce parti politique. Vous savez, ce n'est pas pour jeter la pierre à un parti politique, mais c'est une manière de dire. Au-delà de la vie, au-delà des tests qu'incarne l'achat des partis politiques, c'est beaucoup plus pour faire en sorte que quand on prend tel département, quand on prend la Takora, la Donga, quand on prend le Koufo, le Mono, qu'on puisse se dire, voilà les leaders, voilà les ténors de tel parti. Qu'on se dise, voilà le siège de tel parti. Qu'on se dise, voici là où vous pouvez avoir telle idéologie dans telle localité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut le dire? Non. La réponse est assurément non. Parce que là, l'achat politique n'a pas encore réussi le travail qu'il faut faire à ce niveau. Vous savez, tout le monde, dans toutes les démocraties, on est toujours réfractaire, il y a toujours des personnes qui sont réfractaires à des réformes. Ça, c'est clair dans toutes les démocraties. Et le travail doit se faire de façon progressive. Aujourd'hui, déjà, nous sommes à 18 partis légalement reconnus. Et parmi ces 18 partis légalement reconnus, on se rend compte que certains refusent de faire la marche qu'il faut. Alors, les tests seront appliqués conformément à ce qui se fait. Et nous verrons avec le temps ceux-là qui tiennent cette marche-là. Le plus important, c'est que les tests sont connus. Et ces partis ont consenti librement à ces tests-là d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on constate que ça ne marche pas. De toute façon, les tests seront appliqués. Et nous verrons avec le temps ces partis qui s'y conforment. De toute façon, d'un côté aussi, nous avons aussi des partis, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, qui se conforment à ces tests-là, ce qui veut dire que ce n'est pas une loi taillée sur mesure par rapport à l'opposition ou par rapport à la mouvance. Il y a des mouvances, il y a des partis de la mouvance qui se retrouvent dans les tests, qui se retrouvent très bien en forme. Il y a ceux de l'opposition qui se retrouvent aussi très bien en forme. Donc, ceux-là qui ne se conforment pas, on leur applique la loi et on essaie de voir, on tamise justement l'arène politique. Est-ce que retirer le récépissé juste pour une affaire de siège, est-ce que c'est pas exagéré? La règle, c'est la règle. Si ça fait partie des principes, n'est-ce pas, sur lesquels on apprécie l'existence de partis politiques, et il faut véritablement l'appliquer. Je pense aussi que la réforme n'est pas si illusoire que ça. Pour moi, elle renforme juste de grandes ambitions pour lesquelles certains partis politiques ont du mal encore à trouver le chemin, parce que sur la liste, avouons-le, il y en a quand même 8 concis justement comme étant des partis politiques qui ont respecté quand même ces exigences-là. Ça veut dire que ce n'est pas si compliqué que ça. Mais après, il y a une vérité qui se dégage. Toutes les formations politiques ne sont pas peut-être tenues, obligées d'exister. Vous en avez qu'on a créé juste parce qu'il faut peut-être créer, avouons-le. Et parce que si on est d'accord que dans cette dynamique d'avoir de grandes formations politiques, c'est pour justement régler ces problèmes-là. Pour que à chaque rapport, qu'on n'arrive plus à épingler des partis politiques qui ne disposent pas de siège, qui ne disposent pas des codes politiques pour la formation de leurs militants. Si vous interrogez ces présidents, ils vous diront oui, nous savons que c'est nécessaire d'avoir un siège. Donc ils le savent dans leur âme et conscience que même dès la création de leur parti politique, ils doivent satisfaire à ces exigences. Ils se donnent juste le temps et peut-être les moyens, n'est-ce pas, de les faire. Donc espérons que dans la marche de cette réforme, que les partis politiques dans leur majorité puissent véritablement sortir leur tête pour que on puisse avoir de grandes formations politiques. Autrement, la loi va s'appliquer. Nous allons assister à cette... où la Sénat sera obligée justement de respecter les tests en retirant les pièces qui sont attribuées à ces partis politiques. Et ça va être très dommage. En tout cas, on verra bien, puisque le temps est passé. William, vous aviez dit tout à l'heure, c'est un vieux rapport qui date quand même de quelques mois déjà. On espère vraiment qu'entre-temps, certaines choses se sont améliorées et que prochainement aussi, on pourrait apporter, ma foi, beaucoup d'autres choses pour continuer à faire vivre ces partis politiques. On a besoin d'eux, en tout cas pour animer la vie politique, pas comme ils le font actuellement. On a besoin de grands partis. Non, besoin de grands partis vraiment. C'est vrai qu'il y a une évidence. Des partis ont des élus à Karimama. Et à Adjo, c'était pas probable il y a longtemps. Mais après ça,
Oui, mais on a connu des partis comme ça, au lendemain de la conférence nationale des forces de la nation. Justement, mais pas avec autant d'ancrage, pas avec autant d'élus. Je pense que le record dans l'histoire, ce sont les législatives de 99 avec Soglo 27 députés, si je ne me trompe. Donc, avec la renaissance du Bénin, justement. Mais écoutez, ce pas est fait. Mais après, il y a de plus grands pas dans une démocratie. Parce que même la concentration régionale n'est pas un défaut. Pour autant, même dans les grandes démocraties. Pourquoi il y a les États clés? Pourquoi il y a les États du Sud qui sont pro... Très bonne question. Donc, en fait, là n'est pas le plus grand débat. Les acquis qu'on nous vend actuellement sont certes des acquis, ayons l'honnêteté de le dire, mais là où nous allons, c'est plus grand, c'est plus important. Les gars, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, vous suivez juste après moi la réalisation d'Idriss Boukari qui vous rappelle les principales informations relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin ces 7 derniers jours au Bénin. Et juste après, vous aurez la revue de presse qui mettra fin à cette émission ce matin. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. En visite de travail au Bénin, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a été reçu en audience le mercredi 18 septembre 2024 au Palais de la Marina à Cotonou par le chef de l'État Patrice Talon. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des discussions régulières entre l'UNOWAS et les pays de la sous-région en vue de relever les défis de développement économique et social liés à la paix et à la sécurité. À la sortie d'audience, Leonardo Santos Simao a confié à la presse que sa démarche vise à remercier le chef de l'État béninois Patrice Talon pour ses efforts inlassables en vue de la préservation de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Le Bénin est un pays côtier, c'est un pays qui est de ligne de front dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la région. Nous encourageons les pays à poursuivre dans cette voie. Le rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin, édition 2023, est désormais disponible. Les responsables de partis le consultent déjà et prennent connaissance des défaillances relevées dans l'organisation de leur formation politique. La Commission électorale nationale autonome qui met à leur disposition les fonds publics a conduit la mission de contrôle en novembre dernier dans les sièges nationaux et départementaux des partis politiques. La mission de la Sénat vise à apprécier le niveau de conformité de l'existence fonctionnelle des partis conformément au cadre juridique qui les régisse désormais grâce à la réforme du système partisan en cours au Bénin. Le rapport a été lancé le vendredi 20 septembre 2024 à Cotonou par le président de la Sénat en présence des présidents et représentants des partis politiques. Au nom des insuffisances, il est regrettable de constater que d'autres formations politiques n'ont pas réussi à donner satisfaction à ces exigences légales élémentaires. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication tient sa deuxième session ordinaire au titre de l'année en cours. Les travaux ont été lancés le jeudi 19 septembre 2024. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de ces assises. Ils s'articulent autour de plusieurs axes dont la gestion des fréquences et conventions d'organes de presse et l'accès à l'appui financier de l'État. Il s'agira également de continuer à étudier les plaintes et organiser les auditions publiques. Cette cérémonie de lancement a été l'occasion pour Édouard Loko, président de l'instance de régulation des médias, de parler à cœur ouvert aux professionnels des médias de plusieurs sujets touchant leur corporation. Pour le président de la HAC, il ne s'agit plus de respecter la déontologie, mais il faudra y ajouter du patriotisme.
plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette arme soit retournée contre le pays. Même si vous avez le permis de chasse, on ne tire plus sur tous les gibiers. Des kits scolaires gracieusement offerts aux enfants dont les paramilitaires sont décédés alors qu'ils défendaient leur patrie. Un geste du gouvernement à travers le ministère de la Défense nationale. C'était un moment de gaieté et de soulagement pour ces orphelins en ce début de l'année scolaire. La cérémonie de remise de ces kits scolaires s'est déroulée mercredi dernier à la base aérienne à Cotonou en présence du chef d'état-major des forces armées béninoises et des responsables de l'organisation internationale musulmane, la Jamaat islamique Ahmadiyya, qui ont mis à la disposition de ces orphelins une somme d'environ 6 millions de francs CFA pour soutenir cette action du gouvernement. Ce sont souvent ceux qui, au départ, ont été éprouvés par le sort, qui finissent devant les autres, à qui tout avait souri. L'actualité de la semaine dernière a été également marquée par la signature d'un accord de coopération signé entre l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et le Fonds national de développement agricole. Une collaboration pour mieux soutenir les micro, petites et moyennes entreprises agricoles au Bénin. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escortant